Salut les players, nous sommes le dimanche 6 juin, une journée un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que déjà, une semaine vient de se terminer, mais surtout, c'est l'anniversaire de qui? De monsieur Björn Borg, mon idole. Alors on va revenir sur un match qui s'est déroulé hier entre deux Italiens. Un jeune joueur qui vient des qualifications, il a déjà 6 matchs dans les pattes et il a fait une performance assez incroyable parce qu'il a gagné contre son homologue Cecchinato en 5-7. Mais ça va se compliquer. Ah oui, parce que arrivé à un certain moment, il faut qu'on joue les cadors. Et bien il va se retrouver devant qui? Novak Djokovic. Et surtout, n'oublions pas le tennis en fauteuil. C'est quelque chose de très très important. Il y a eu un match de fou entre deux joueurs exceptionnels, Shingo Kunieda et Stéphane Houdet. Il faut savoir qu'ils se sont rencontrés 60 fois et qu'à eux deux, ils ont 68 titres du Grand Chelem. Ben voilà, on en a des titres du Grand Chelem. Maintenant, nous allons aller à la rencontre d'un invité, d'une personne assez exceptionnelle, un sportif de très très haut niveau. Champion olympique à Sydney en 2000, c'est Brahim Asloum. Et vous allez voir, ça va être une interview assez fantastique. Après ça, bien sûr, on va se retrouver avec la data du jour, chronique 15. Et pour terminer, comme d'habitude, le courrier des lecteurs. Allez, on y va. Eh bien, aujourd'hui, je suis très content d'accueillir mon ami Brahim Asloum. Merci Henri. Quel palmarès, hein? Ouais. On a les Jeux Olympiques de Sydney. Et ça. Je dis souvent que c'est ma deuxième naissance. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Parce que petit, j'étais complexé, petit, voilà, problème d'hormones de croissance, très fragile au sein de ma famille. Bien, je viens d'une ribambelle, on est 10 enfants chez nous, donc moi je suis le quatrième et je suis le petit des grands. Ah, t'es le petit des grands. Ouais. Et le fait d'être fragile, Ouais. voilà, quoi, j'étais un peu le chouchou. Pourtant, on est une famille nombreuse, mais j'étais assez chouchouté au sein de ma famille. Je sais pas si entre 8 et 12 ans, à un moment donné, j'avais beaucoup de questions existentielles. Je n'en voulais pas à mes parents ou à mes frères et sœurs parce que franchement, j'étais dans un contexte qui était beaucoup porté sur l'amour, tu vois. Mes parents, on s'enlace, ma mère, je suis sur les genoux de ma mère jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais en fait, à cet âge-là, je me suis posé la question pourquoi on vit à Bourgoin-Jallieu et pas à Paris ou à Cannes, dans la mer. Donc voilà, j'avais toutes ces questions, pourquoi j'ai des frères et sœurs et pourquoi je ne suis pas fils unique et que je dois tout partager. Donc j'avais des vraies questions qui me perturbaient. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon Brahim, arrête de réfléchir, tu veux quelque chose, tu vas te le chercher. Ça, mine de rien, ça a été un déclic. D'avoir faim? Ben, de pas avoir de regrets en fait, de pas regarder à gauche et à droite, de me dire tu veux quelque chose, ben voilà, va te le chercher. Et en fait, quand je suis venu à la boxe, c'est vraiment par hasard. Au départ, ma mère pensait que c'était un caprice et que j'allais prendre un ou deux marrons et que j'allais rentrer à la maison. Bon, au final, j'ai insisté un petit peu. Donc voilà, ça a été un truc important dans ma tête. Et c'est ce qui m'a obligé à aller me créer mes propres objectifs et d'aller les chercher, de croire en ce que je faisais. Et en plus, je suis un grand rêveur. Mais je suis parti du principe que j'avais le droit de rêver si mon rêve était plausible, voilà, il y avait du concret, quoi. Pendant les Jeux d'Atlanta, je vois ça à la télévision et je me dis, dans 4 ans, je vais être là. Je commençais à peine la boxe. J'ai commencé la boxe en 94, 95, 96 les Jeux. Et je me dis à ce moment-là, bon, tu veux quelque chose, l'objectif il est pas mal là. Et je me retrouve à être le premier boxeur français à me qualifier et en plus couronné d'une médaille d'or. Donc, Médaille d'or. ce qui s'est passé quand j'arrive à Nouméa, donc la base arrière juste avant les Jeux Olympiques, au départ je me teins les cheveux juste en blanc. Et je me rends compte qu'en plus c'était pas commun, on était au début de tout, il n'y avait pas vraiment d'athlètes. Et je me dis, et je vois une autre personne qui avait les cheveux décolorés, je me dis, zut, je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Brahim, ça serait bien d'inventer quelque chose. Et j'étais amené à refaire ma décoloration. Et juste avant de rentrer chez le coiffeur, on est à Nouméa à ce moment-là, et je me pose par terre, pareil, je me refais un feedback. Essayer de comprendre du pourquoi, du comment, où est-ce que j'en suis. Et la conclusion, c'était que voilà, j'ai eu la chance de rentrer en équipe de France. Donc déjà, je remercie mes parents d'être venus en France, de m'avoir éduqué de la meilleure des manières, d'avoir ma scolarité, d'être pris en charge à l'INSEP, par le ministère du Sport, quoi. Je n'avais pas les moyens aujourd'hui de prendre une chambre et de la payer. Voilà, je n'avais pas d'argent. Moi, je gagnais 3 000 francs tous les 3 mois en équipe de France, donc c'était 1 000 francs par mois. Je payais 1 500 francs de SNCF, parce que j'avais besoin de rentrer régulièrement chez ma famille. J'étais encore un peu trop frais, j'étais encore un enfant.
J'avais 16 ans quand je rentre à l'INSEP. Et en fait, je me fais tout ce parcours. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, bon, si je dois remercier quelqu'un, c'est mon pays. Je prends mon téléphone et vraiment, je rajoute rien de plus de ce que je vais te dire. Je dis, papa, ça te dérange si je mets le drapeau français derrière la tête? Et il me dit, t'es français, mon fils, fais ce que tu as à faire. Je raccroche, je rentre chez le coiffeur et je mets le drapeau bleu, blanc, rouge. Et il s'avère que je deviens champion olympique derrière. Mais c'était ma manière à moi juste de dire merci. Parce que j'aurais pas eu les moyens, parce qu'on a mis en place à travers notre système, payer l'internat, payer ma scolarité, que je ne manque de rien, que je puisse accéder au très haut niveau. On m'aurait dit de payer à l'époque, je n'aurais pas eu les moyens de le faire. Mes parents n'avaient pas les moyens de le faire. Donc je serai éternellement reconnaissant pour ce soutien et qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Je vais imager la chose, mais j'avais l'impression de vivre jusqu'à mon titre olympique, mais de vivre dans une pièce noire. Et le jour où j'étais champion olympique, on a appuyé sur l'interrupteur et je me suis rendu compte que le monde était assez exceptionnel. Incroyable. Et quand tu es champion, tu l'abordes différemment. Ouais, ça a vraiment changé ta vie parce que derrière, on a vu que tu as passé dans une autre dimension. 2007, encore champion du monde mais en WBA. Et tu es passé dans une période assez incroyable. Les Jeux Olympiques, c'est la planète entière qui te regarde. Ouais. Quand tu es champion du monde, tu intéresses le microcosme de ton sport. Ouais. Donc il y a une répercussion qui est totalement différente. Et en fait, au moment où j'arrive, moi, en plus j'ai 20 ans, j'ai les cheveux décolorés, donc je ressemble plus à un dessin animé qu'un boxeur. On a l'habitude de voir l'image du boxeur qui fait 1m90, 100 kg, le nez cassé, qui a du mal à aligner deux mots après l'autre. Et là, d'un coup, on voit un petit bout de chou et on se dit, mais on avait plus envie de me protéger que d'autre chose, quoi. Donc derrière, je suis rentré sans doute dans le cœur des Français avec cette médaille olympique, parce que ça faisait 64 ans qu'on n'a pas eu de champion olympique en France. En plus, oui. Puis après, tu as fait des rencontres assez exceptionnelles. C'est vrai. Elle est belle. Celle avec Jacques. Ouais, ça a été avec une belle Jacques Chirac. rencontre et j'ai eu la chance de le recroiser, d'aller dans ses appartements avant qu'il soit un peu malade. Et ça m'a permis d'échanger avec lui. Et voilà, c'était des moments forts pour moi. Tu vois, cette photo-là, par exemple, moi, c'est sans doute le moment le plus intense de ma vie même. Je vais dire de ma carrière, mais de ma vie d'homme. Parce que c'était ma manière à moi, parce que j'ai eu la chance d'emmener 4 personnes à l'Élysée. Donc j'ai emmené mon père, évidemment, ma maman, mon frère aîné, et j'ai emmené à l'époque le maire de ma ville. Et en fait, c'est le moment où on décore, donc de la Légion d'honneur, et à ce moment-là, mon père, c'est pas un parleur, c'est quelqu'un qui parle avec les yeux. Et on se regarde, et en fait, ce que je lui disais, c'était, papa, t'as réussi ton coup, mon pote. Tu viens d'un pays qui n'est pas le tien, tu as élevé une famille de la meilleure des manières. Aujourd'hui, ton fils est décoré par le président de la République. Donc, on se pose tous ces questions dans notre vie d'homme, savoir si on a été un bon papa, un bon père de famille. Et moi, c'était ma manière à lui dire, tu as réussi ton coup. Donc, je ne sais pas ce qui se passera par la suite, mais tout ce que tu as fait en amont n'a pas servi à rien. Mais cette analyse, cette façon de voir ton sport et aussi de pouvoir le partager, c'est quelque chose qu'on sent en toi, quoi. Ça sort des tripes. Et dans ton sport, et lorsque tu vois par exemple le tennis Roland-Garros, la première fois que tu as été à Roland-Garros, qu'est-ce que ça t'a fait? C'est génialissime. Sincèrement, c'est sans doute le plus bel événement qu'on peut avoir en France. Il est parti aujourd'hui du patrimoine du sport français. Voilà, faut le cajoler encore cet événement. Il y a des infrastructures qui sont exceptionnelles, les athlètes sont mis dans les meilleures conditions. On n'a pas la chance de trouver ça dans tous les autres sports. On est plus dans le dur. Mais tant mieux, c'est que c'est un sport qui le mérite et qui génère pour que ça se fasse de cette manière. Donc on n'est pas envieux, au contraire. Je pense que c'est même un peu l'exemple, c'est que les autres sports doivent se tirer vers le haut, d'aller chercher cette excellence, d'aller se rapprocher au maximum d'un événement comme celui de Roland. Mais oui, c'est magique. Tu rêves d'être sur le court. Moi, j'ai rêvé de boxer sur Roland-Garros. Mais d'ailleurs, il y a eu un combat de boxe à Roland-Garros. Il y a eu, et quel combat! Quel combat! Boutier avec Monzon. Carlos Monzon. Avec Monzon. Et en plus organisé par par Belmondo. Ouais. Donc il y avait tous les ingrédients pour faire un bel événement. Ton meilleur souvenir à Roland? Il y en a plein. Il y en a plein, mais c'est peut-être pas celui où j'ai assisté. C'est plus les grands défis. Moi, j'étais tout jeune, mais Chang, c'est le service à la cuillère, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Moi, j'ai encore cette image, quoi. Et je m'identifiais à Chang parce qu'il est petite taille. Et voilà, et comme je jouais, moi, dans mon ancien quartier, on jouait contre le mur. À chaque période de Roland-Garros, c'était chaque période de Roland-Garros, on avait, nous, notre période où on se faisait des tournois. Ah ouais? Ouais, on avait un mur, on avait une île imaginaire et
Et c'était chaque période de Roland Garros. C'est la seule fois où on sortait les raquettes. Il faut qu'on joue ensemble. Je ne suis pas à la hauteur, mais en non, tout cas, mais je suis très ravi d'échanger avec toi, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi, mon pote. Merci, mon pote. Alors, la data du jour, attention, soyez prêts parce que là, il faut rester concentré. Même moi, j'ai eu du mal. Donc, c'est la première fois depuis 20 ans qu'il y a 3 joueurs de moins de 20 ans qualifiés pour le 3e tour de Roland Garros. Auparavant, il y en a eu 3 autres, et ce n'est pas des moindres. Nous avons eu Roger Federer, nous avons eu Tommy Robredo et nous avons eu Andy Roddick. Ça, c'est pas mal, hein? Eh bien, aujourd'hui, nous en avons 3 autres, 3 nouveaux, 3 jeunes joueurs qui sont assez incroyables. Carlos Alcaraz, espagnol. On pourrait dire qu'il est plus du côté de Rafa. Et puis le deuxième, on a Yannick Sinner, encore un joueur italien. La comparaison serait plus du côté de El Joker, Novak Djokovic. Et le dernier, c'est Musetti. Comparaison plus du côté de Roger Federer, James Bond. En plus, ça tombe bien, s'il n'avait pas été joueur de tennis, il aurait voulu être acteur. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Chronique 15, Roland Garros 87. Je préfère l'oublier celui-ci, 87. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai perdu au premier tour contre un Allemand. Je suis pas fier. Ricky Ostertag. Un match pourri, mais nul. D'ailleurs, vous savez pourquoi? Je vais revenir un petit peu en arrière. J'ai eu une opération au mois de février, la première opération du dos, parce que moi je ne fais pas les choses à moitié. 3 opérations, 3 hernies discales opérées. Mais en 1987, c'était le début. On ouvrait un petit peu, regardez. Puis quand ils ont ouvert la hernie discale, ils m'ont dit, écoute Henri, on a un petit souci. Il y en a 3. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on opère les 3 tout de suite? Ou on opère une d'abord, après on fait la rééducation? Peut-être qu'avec les exercices, tu vas pouvoir t'en sortir. J'ai préféré une. Parce que aussi, de l'autre côté, il y avait un autre joueur qui s'appelait Milosav Mechir, qui a eu 3 hernies discales opérées, mais lui a décidé de se faire opérer les 3 en même temps, et il n'a plus jamais joué. Donc Roland Garros 87, pas vraiment un bon souvenir. J'aurais préféré ne pas jouer, ça aurait été la meilleure solution, mais bon, écoutez, à part ça, finale femme, Steffi Graf contre Martina Navratilova, 8-6 au 3e, et même Martina Navratilova a même servi pour le match. Et du côté, bien sûr, masculin, nous avons eu encore cette fameuse finale entre Mats Wilander et Ivan Lendl. Et c'est Ivan le Terrible qui a gagné en 4-7. Donc 87, vous pouvez penser, je l'oublie. Bonne question. On a pu le voir et on le voit encore maintenant. On a eu une génération en Suède exceptionnelle dans les années 80-90. Après, plus du tout, plus personne. Là, il y a juste Ymer qui a l'air de pointer un petit peu le bout de son nez. On a la même chose aussi en Allemagne. Regardez, on avait eu quand même Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich. Et là, depuis un certain temps, c'est compliqué. En France, on va avoir une petite traversée du désert, je pense. Mais ça fait partie du jeu. En Angleterre, c'était la même chose. Ils ont dû attendre tellement longtemps pour avoir Andy Murray qui gagne Wimbledon. Nous, il va falloir qu'on attende un peu. Il va falloir qu'on fasse un peu le dos rond, qu'on travaille pour pouvoir trouver de nouvelles pépites. C'est pas une mauvaise idée, simplement, je pense que les premiers jours, ça va être un peu compliqué parce qu'à chaque fois, il y a des matchs à rallonge et ça peut déborder un petit peu. Mais très intéressante la question. Bravo. 1. Gaël Monfils, ça c'est clair. Gaël, il est capable de sortir un match de fou. Après, je veux prendre Mahu Herbert en double, une des meilleures équipes au monde. Après, il me faut un joker. Ah oui. Ouais. Ah, je sais pas. Moi. Mais il y en a plein de questions que tu n'as pas envie de répondre. Mais c'est ton métier de répondre. Tu dois répondre à toutes les questions. Il est vrai que lors des années 80, j'étais un petit peu un chien fou. Je répondais parfois avec un petit rot, c'est normal. Mais il faut répondre. Et c'est vrai qu'il y a des questions qui sont parfois embarrassantes. Donc on peut faire joker. La meilleure, c'est merci, on t'aime. Voilà, merci, une question. Voilà, qu'est-ce que vous pensez du public? Je les adore, je les aime. Il y a toujours une relation un petit peu particulière. Voilà. Et bien voilà, en replay, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous demain à 10h30. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Rendez-vous à demain. Ciao.